Bonjour chers internautes, bonjour mes très chers compatriotes congolais, bonjour mes frères africains. Je viens par cette vidéo, après un moment d'absence, commenter les points qui ont marqué l'actualité en République démocratique du Congo, notamment et principalement la publication du tout premier gouvernement du président Félix Tshisekedi. Avant d'entrer dans ce sujet et d'autres sujets corollaires, j'aimerais attirer l'attention des frères africains, tous les frères africains, mais aussi de l'autorité de pouvoir congolais, sur la situation qui se passe en ce moment en Afrique du Sud. La police sud-africaine est débordée par rapport à nos compatriotes africains, sud-africains, qui estiment que les autres compatriotes, frères africains, doivent rentrer dans leur pays à cause de la crise, certes, que traverse ce pays. Il vous souviendra, moi j'étais encore trop jeune quand le président Mobutu se battait, notamment à l'ONU, à l'Organisation de l'Union africaine, pour que les Sud-Africains retrouvent leur indépendance face à l'apartheid qui a été imposé à nos compatriotes de l'Afrique du Sud. La situation de crise fait que aujourd'hui, les compatriotes sud-africains s'en prennent à leurs frères africains noirs en Afrique du Sud. Je n'encouragerais pas, même si ça faisait aux autres races, mais c'est encore pire lorsque vous faites du mal à ceux qui vivent les mêmes conditions que vous. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas originaires de ce pays-là. J'attire l'attention du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, à prendre toutes les dispositions afin qu'il n'y ait pas un Congolais, un seul Congolais qui meurt. Euh, à Kinshasa, comme sur toute l'étendue du territoire national, les Sud-Africains, comme d'autres étrangers, sont en sécurité. Nous n'aimerions pas qu'un Congolais meure s'il y a des cas d'assassinat, de massacre des Congolais. Toute la lumière doit être faite et les sanctions doivent être imposées. Ça, c'est le premier sujet avant d'entrer dans les vifs du sujet du gouvernement. Un autre petit sujet, mais qui a fait l'actualité congolaise, c'est le cas de présumé viol du vice-gouverneur. Je ne vais pas entrer dans le détail. J'ai retenu trois leçons. Le vice-gouverneur qui a été surpris en flagrant délit avec l'assistante de son titulaire, veut dire de son gouverneur. Premier conseil, c'est à tous les hommes, que ce soit mariés ou pas, les hommes publics, les hommes d'État. Nous devons avoir un comportement digne. Je n'entrerai pas dans la vie privée de chacun. Nous devons avoir une attitude de responsabilité. Savoir avec qui il faut partager une vie intime. Il ne faut pas donner la vie intime comme ça à une personne que vous ne connaissez pas profondément. Et même si vous la connaissez, vous devez, en tant que responsable, chaque pas que vous accomplissez, vous devez vous dire que les valeurs pour lesquelles vous êtes arrivé en fonction doivent se retrouver dans chaque attitude que vous posez. Le vice-gouverneur a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé au Bas-Congo. Un deuxième élément sur cette question, c'est saluer l'ensemble de la population et forces vives du Bas-Congo, qui n'ont pas tenu compte des ethnies, qui n'ont pas tenu compte des groupes sociaux, qui n'ont pas tenu des conditions sociales aux défis auxquels ils sont confrontés. Ces gens se sont ligués comme un seul homme pour dénoncer ces comportements, aussi bien de la femme que de l'homme et de l'ensemble de l'exécutif provincial et demander leur démission. Dans le même ordre d'idée, saluer l'attitude des députés nationaux et même provinciaux de la province du Bas-Congo, du Congo central comme on aime l'appeler, qui ont pris position comme un seul homme, cash, quand pour les changements, le FCC de Kabila et la MOCA réunis ont été euh, défendre les valeurs de Muntu que nous sommes, défendre ces valeurs, dénoncer et exiger le départ de ces immoraux de la tête des institutions de l'État. Je m'arrête là. Et pour la femme, qui a été le piège de servir les sales besognes de petits coups entre les hommes, j'ai toujours dit, on célèbre la journée internationale de la femme 8 mars, mais cette journée aura son sens lorsque la femme elle-même dira non de se servir d'elle en tant que femme pour servir les intérêts des hommes. Cette femme-là a été impliquée dans un coup qui ne lui profite pas personnellement. Pourquoi est-ce que pour vendre un téléphone, il faut mettre une femme nue
pour faire un coup bas à un responsable politique, il faut utiliser la nudité, le sexe et la femme. Pour vendre une gilette ou des armes, il faut qu'on mette la femme dans une position. Lorsque la femme elle-même prendra conscience qu'elle n'est pas un objet, ce jour-là, l'homme qui est en face d'elle prendra ses reculs et va la respecter. La femme sont pour beaucoup dans ce qu'on appelle violence faite à la femme. La femme elle-même se met dans un contexte, dans une posture. Les mots sont peut-être choquants, je m'en excuse, je ne sais pas utiliser autrement. La femme se met dans une posture d'objet. Je vais vendre quelque chose, il faut de la publicité sexy d'une femme, etc. Cette situation est inacceptable pour moi et que j'estime que la femme doit prendre conscience qu'elle a des valeurs, que c'est elle qui donne la vie. Et quand on a la vie, on a des valeurs à défendre. Et pour ces valeurs-là, on doit rester inoxydable. Je viens au gouvernement, au tout premier gouvernement du président Félix Tshisekedi. Il y a énormément de choses à dire tout le long de leur exercice, de leur mandat. Nous aurons toujours des choses à dire. Mais d'emblée, par rapport à la publication de ce gouvernement, le profil des animateurs, les différents défis auxquels ce peuple-là est confronté, et le pouvoir Tshisekedi est confronté, je vais faire ma petite lecture. Premièrement, j'estime que c'est un gouvernement de satisfaction. Satisfaction, pas pour moi. Un gouvernement de récompense. Voilà les termes qu'il faut utiliser. Là, ceux qui se sont retrouvés, ce sont les Tshisekedistes, ce sont les caméristes, ce sont les kabylistes. Donc, c'est un gouvernement, c'est pas, excusez que j'invente un mot ici, c'est pas un gouvernement qui pouvait prendre quelqu'un comme notre savante aux États-Unis, Sandrine Mumbenga, qui est en train d'innover aux États-Unis, que le gouvernement américain met des millions de dollars à sa disposition, les universités, la logistique, pour qu'elle puisse se produire aux États-Unis. On ne l'a pas pris parce que elle n'est pas tshisekediste, elle n'est pas kabyliste, elle n'est pas camériste. On n'a pas pris le professeur Noël Chiani à cause de son expertise à la Banque mondiale. On pouvait lui confier, je veux dire, même le ministère du Plan, mais il n'est pas tshisekediste. On n'a pas pris, j'ai parlé des officiers supérieurs qui sont bien formés au niveau, pour être au ministère de la Défense. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas tshisekedistes, ils ne sont pas kabylistes, ils ne sont pas caméristes. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on ne peut pas être congoliste? Permettez cette expression. C'est-à-dire, vous prenez la personne parce qu'elle représente des valeurs, une expertise, et peu importe le fait qu'il appartienne ou non à un parti politique. Les jours où on va arriver à cette maturité de repêcher les Congolais de par leur expertise, un peu comme nous voyons le docteur Mouyembe, qui est en train de trouver solution au problème d'Ebola, c'est ces jours-là qu'on va comprendre que étudier, avoir des compétences et des atouts dans ce pays-là n'est pas mauvais. L'impression qu'on nous donne, c'est que étudier, être expert, être compétent ne vaut rien. Il faut tout simplement militer, suivre un individu, défendre ses intérêts, et donc vous aurez des postes. Donc dans le premier commentaire, c'est un gouvernement de satisfaction pour ceux qui sont de tel et tel camp, quand bien même à l'UDPS, il y a un peu d'agressement dedans, il faut le dire, mais il faut souligner ici que Vital Kamerhe est parmi des gens qui sait récompenser ses fidèles et ceux qui lui sont obéissants. Les mots sont précis, hein, comme je l'ai dit. Voilà. Ce gouvernement-là est confronté à énormément de défis. Je me pose des questions. Des gens qui ont le profil tel que ceux qui sont nommés dans ce gouvernement, qui répondent aux leaders politiques, est-ce que ces gens sont capables de résoudre le problème des Congolais? Je pose cette question autrement. Ceux qui ont créé des problèmes, notamment ceux qui appartiennent à la famille politique de Joseph Kabila, peuvent-ils aujourd'hui aux affaires, ministre de la Défense ou de la Justice ou que sais-je encore, de budget de mine, changer des choses dans ce pays? C'est là toute la question. Or, nous avons vu que Joseph Kabila a réussi à obtenir l'exclusion ou la non-nomination
de beaucoup d'acteurs politiques qui étaient en vue, notamment même de l'opposition, les François Mwamba, il faut dire aussi de ceux qui étaient proches et qui sont proches à Félix Tshisekedi, Antipas Mbusa Nyamwisi. Kabila a réussi à obtenir, à écarter le duo Claudel André Lubaya et son ami, qui sont tshisekedistes, katumbistes. Et donc, c'est un gouvernement où Félix a obtenu la tête ou les têtes des gens comme les Kalev, les Mende, etc., les Atundu et tout ce que vous voulez. Mais de l'autre côté, Kabila a obtenu les têtes des gens qui ne voulaient pas voir dans ce gouvernement. Et donc, c'est un gouvernement qui, comme vous le voyez, a mis énormément de temps pour être mis en place. Le véritable problème n'est pas dans ce tout premier gouvernement. Je l'ai appelé premier gouvernement parce qu'il faut tout de suite récompenser ceux qui ont été avec eux pendant la campagne électorale, récompenser ceux qui sont fidèles, des militants, des cadres. Mais lorsque la crise que nous avons évitée va rattraper, parce que l'alliance entre le FCC et le CACH est une alliance contre nature. Ce ne sont pas des gens qui peuvent marcher ensemble. Il y a énormément de bruit de casseroles qui courent derrière, qui le suivent. Kabila a énormément de crimes qu'il a commis, qu'il doit payer, même qu'il a commis contre l'UDPS. Il faut vous rappeler de massacres qu'il y a eu dans les sièges de différents partis politiques, nous n'oublierons pas. Et que donc le moment venu, justice doit être faite, et c'est une alliance contre nature. Le moment venu, Félix Tshisekedi, qui doit travailler pour le peuple congolais, fera face au service des Kabila au sein des institutions qui vont le bloquer, qui vont lui empêcher de travailler. Je vais illustrer ça autrement. Pendant 18 ans, Joseph Kabila a tout eu pour développer ce pays. Mais il n'avait pas la volonté, il n'avait pas la mission de venir développer ce pays. Il est venu détruire ce pays et le spolier. La question qui se pose, Joseph Kabila, aujourd'hui allié de Félix Tshisekedi, héritier d'Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, et Kabila héritier de lui-même, Kabila va-t-il accepter la réussite de Félix Tshisekedi? Que celui-ci soit adopté définitivement par notre peuple? Aujourd'hui, je vais prendre deux exemples. Ce sont deux petits exemples. Le premier, la gratuité de l'enseignement. Il faut savoir que la gratuité de l'enseignement est disposée par notre Constitution depuis 2006. Conséquent, le constat, c'est que Joseph Kabila et son gouvernement ont violé la Constitution pendant plus de 10 ans sur cette question-là. J'ouvre une parenthèse. Lambert Mende, qui fait l'opposant, député opposant du FCC, passe pour dire Félix Tshisekedi fait la démagogie parce que c'est entre 3 milliards à 23 milliards qu'il faut pour compenser les trous du fait que l'enseignement devienne gratuit. Mais je rappelle à Lambert Mende une petite chose, c'est que les militaires fictifs qui sont les mieux payés, si nous bouchons ce trou, nous aurons des millions. La fonction publique, nous trouvons énormément de gens, des fonctionnaires fictifs. Nous bouchons ce trou, nous allons récupérer des milliards. Au sein même des institutions douanières, etc., il y a de la fraude. Je me rappelle du rapport du professeur Luzolo Bambilesa, alors conseiller principal du président Kabila, en charge de la lutte contre la corruption. Il a mis sur la table du chef de l'État un rapport selon lequel chaque année, entre 15 et 25 milliards de dollars échappent au trésor du peuple congolais. Si nous bouchons ce trou seulement, nous pourrions déjà récupérer de l'argent pour la gratuité de l'enseignement. Et donc, Lambert Mende n'a aucune leçon à donner à Félix Tshisekedi. Je préfère lui dire ici, maintenant et tout de suite. Un deuxième élément, je voudrais souligner, gratuité de l'enseignement, c'était une violation de la Constitution par Kabila. Donc Kabila ne voudrait pas aujourd'hui que Félix le fasse et réussisse. Et là, pour ceux qui pensent que Félix n'est qu'un patin, une marionnette, parce que moi-même je l'ai pensé, mais imposer à la rentrée de demain
ou d'aujourd'hui pour nous ici, nous qui sommes en Europe, la gratuité de l'enseignement, c'est tacler Kabila. Deuxième élément, aller dans les camps, Tchachi, camp Kokolo, camps, dans nos différents camps militaires, déjà de la capitale. Félix s'est fait retourner de l'eau. L'eau, c'est la vie. Kabila a refusé même de l'eau. Alors nous avons la régie des eaux à Kinshasa. Il a refusé de l'eau aux militaires, dans les camps. Il n'est jamais arrivé à ces camps-là. Kabila n'arrive que la nuit, dans les circonstances, d'assassiner des gens, c'est-à-dire à travers ses services. Félix, il remet de l'eau, reconstruit les camps, est en train de mettre comment on dit, les cantines pour les militaires. Et déjà la gratuité de l'enseignement pour toutes les écoles, non, disons pour toute l'étendue du territoire national, écoles primaires, mais en particulier pour les enfants soldats. Vous pensez que c'est rien? Nous ne sommes qu'à 7 ou 8 mois. C'est un bon début pour moi. J'ai des désaccords avec le président Tshisekedi, je vais le dire tantôt. Mais là où quelqu'un fait du bien, il faut savoir dire que c'est bien. C'est cela la différence que j'ai fait avec les lamoukistes, les kabylistes, les tshisekédistes. Quand vous êtes, vous, dans votre dogme, vous ne voyez que tout, vous ne voyez que noir, du noir. Là, c'est une réussite pour Félix Tshisekedi, même si c'est encore en chantier, qu'il faut encourager. Donc, si déjà il commence par la gratuité de l'enseignement, redonner la dignité à nos militaires et à leur milieu d'habitation, nous allons pousser petit à petit jusqu'à ce qu'on puisse avoir la justice. Et lorsqu'on a une justice indépendante, des institutions de justice, je dis judiciaire, des cours et tribunaux indépendants, la justice se suivra. Donc il faut aller step by step, comme disent les Anglais. Donc, si j'ai énuméré les cas de l'enseignement et des camps qui sont reconstruits, ça veut dire que Kabila est en colère, que Félix lui arrache le leadership, la bonne réputation auprès du souverain primaire, et qu'il va travailler dans les laboratoires. Mende a commencé à faire sa communication pour éclabousser Tshisekedi. Je reviens pour le cas de la corruption. Tshisekedi aussi doit nous éviter des choses que nous avons reprochées hier à Kabila. Je sais que dans les 100 jours passés, l'homme le plus riche, c'est Kamere. Même sa fille est là, qui était même mon amie sur Facebook, elle s'appelle Clara Kamere ou Clarisse Kamere. Elle m'a même bloqué, etc. Cette fille à Kinshasa a monté une société et là-bas on déverse des millions. Cette fille est ingénieure en Afrique du Sud. Donc, on a des kabylistes patentés, assermentés comme Félix Tshisekedi et tous les décaissements qui se font au nom du chef de l'État, qui se passent sur les réseaux sociaux, sont en fait des moyens que Vital est en train de servir au camp des Kabila pour que ceux-ci portent Kabila, Tshisekedi en accusation le moment venu. Donc, Tshisekedi doit veiller à son nom, et je vais dire, imposer de l'audit sur toutes les institutions depuis qu'il est aux affaires. Il doit imposer cet audit. Pour qu'il veuille vérité, on parle de 15 millions, il n'y a pas que 15 millions de dollars. C'est très peu d'argent. Vital Kamerhe, pendant ces 7 mois, a été lui-même l'exécutif, le législatif et le judiciaire financier. Il s'est comporté comme vice-président, il s'est comporté comme protocole. Quand Kagame est venu, vous l'avez vu, alors que le chargé de protocole était là. Quand le président Faure Gnassingbé est arrivé, vous l'avez vu lui-même comme vice-président, comme directeur de cabinet, comme chargé de mission. On ne comprend pas le rôle, il est tellement omniprésent que nous avons compris tout simplement, et j'ai toujours dit à mes amis que le plus grand ennemi de Félix Tshisekedi, c'est pas Katumbi, c'est pas Lamuka. C'est Kabila, c'est connu, mais c'est d'abord et avant tout Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est plus dangereux que Joseph Kabila. Je préfère vous le dire aujourd'hui. Vous direz que j'exagère. Vous savez, Kabila est brut. Il a une attitude d'un soldat. Il vient, il vous tue la journée, comme Tchébéa, comme Rossimu Kendi. Il vous tue la journée. Il a une attitude d'un félin qui est bien patient, mais qui attaque la journée et frontalement. Kamerhe, c'est un serpent. Kamerhe, c'est un serpent. Lui, il passe derrière et il pique. C'est fini, il vous mord. Et vous devez le chercher, vous ne le trouvez peut-être pas. La différence entre ces deux personnalités, c'est que Kamerhe, c'est un fin intellectuel. C'est un homme intelligent. Il sait calculer, manipuler, se mettre en valeur.
envoyer, détruire, même à travers sa communication. Kabila, c'est un brut, un soldat, lui, c'est pas un policier, c'est un militaire. C'est à prendre ou à laisser. Quand vous lui opposez, il vous tue. Donc, nous avons énormément de défis, mais le président Félix Tshisekedi, qui est l'héritier d'Etienne Tshisekedi, est buté devant un problème comment je vais dire, d'incarner le combat de son père et le poursuivre en protégeant le peuple, au même moment de marquer la rupture avec ceux qui sont ses alliés. C'est toute la difficulté qu'il a. Mais là, volonté politique et courage politique peuvent lui permettre d'y arriver. Je termine ma vidéo par quelques défis. La corruption, j'en ai parlé. Les acquisitions des proches de Félix Tshisekedi, même en Europe ici, inquiètent même les Belges. On arrive avec des millions au comptant et on achète des biens immobiliers ici. Ça ne se cache pas. Vous allez, les notaires est là et on sait, non, tel a acheté ici. Et les Belges se parlent. Vous savez comment les Belges parlent entre eux. Hein? Ils se parlent. Les Belges parlent entre eux. Il n'y a pas de secret. Voilà. On doit savoir comment des gens qui bénéficiaient des fonds sociaux ici peuvent être des propriétaires des villas allant de 500 à 1 million de dollars en Belgique. Depuis décembre 2018. Je vais arriver avec des documents à l'appui et des numéros prochainement. Un deuxième élément, un défi de sécurité. Là encore, le président Félix Tshisekedi est confronté à un problème de ceux qui sont responsables de l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national, ceux qui sont ses alliés. Les mêmes officiers, j'ai parlé de ça plusieurs fois. Un troisième défi, le conflit que nous avons en RDC. Le viol que l'on trouve et qu'il n'y a pas, les massacres, les génocides que nous avons et qu'il n'y a pas de sanctions, et même qu'il n'y a pas de prise de conscience de la part des acteurs politiques, c'est le fait qu'à chaque fois qu'il y a élection, les vrais élus ne sont pas proclamés. Et que donc ceux qui sont présentés comme des élus, à tous les niveaux, n'ont aucune responsabilité, ne se sentent pas liés au peuple pour rendre compte à ce peuple-là. Ils n'ont pas cette conscience-là parce qu'ils ne sont pas le produit de ce peuple-là. Je voudrais attirer votre attention sur la commission électorale nationale indépendante. Il faut qu'il y ait des réformes sur cette institution d'appui à la démocratie, mettre une forte personnalité qui a une crédibilité internationale, je pense directement au docteur Mukwege. Nous allons lancer une pétition pour que ce soit docteur Mukwege qui soit à la tête de la CENI. Comme ça, ça nous évitera des crises. Nous devons avoir pour que les élections 2023, mais déjà les élections urbaines, municipales et locales. Voilà un autre défi. On doit parachever le processus, le cycle électoral. Nous avons une élection présidentielle, il y a eu chaotique, législative, nationale, provinciale, chaotique. Nous devons terminer, même de façon peu chaotique, les cycles électoraux. Donc, il y a énormément de défis à faire, des réformes au sein de l'armée, de la Cour constitutionnelle et des cours et tribunaux, afin que les Congolais aient accès à la justice au même pied d'égalité. Donc, en me résumant en 1000 comme en un mot, le gouvernement que nous avons est un gouvernement de récompense. On ne peut pas attendre beaucoup des gens qu'on a récompensés. Mais en même temps, ces gens-là sont sous le leadership d'un autre président de la République. C'est là où une lueur d'espoir peut naître. N'oubliez pas qu'en 2023, il y aura des élections et que les uns et les autres sont en train d'affûter leurs armes et c'est d'abord les alliés qui vont s'affronter. Les alliés vont s'affronter entre eux. Donc, c'est une situation que nous observons de près. Est-ce que je vais juger ce gouvernement aujourd'hui? Non. Je reste fidèle à mes propos. Je vous avais dit que je vais juger Félix Tshisekedi dans 1 an. Ce que je ferai chaque fois, c'est dénoncer, condamner, proposer. Proposer, dénoncer, condamner. Je le ferai chaque fois. Et après 1 an, si Félix Tshisekedi n'arrive pas à poser les plus grands gestes que j'attends de lui, notamment l'arrivée de la Cour pénale internationale de notre pays, des réformes au sein de l'armée, au sein de la CENI,
au sein des cours et tribunaux, à ce moment-là, je dirais qu'il est en train de nous faire la distraction. La gratuité de l'enseignement, c'est une bonne chose de l'appliquer, mais nous payons toujours nos frais nous-mêmes. Remettre de l'eau, c'est une très bonne chose, mais nous buvions même de l'eau sale. Les Congolais ont besoin de la sécurité et Kabila et les armées qu'il a dérobées, Roua et consorts, sont source de l'insécurité. Continuer sur cette alliance-là sans qu'il y ait justice, qu'il y ait établissement des responsabilités par rapport aux crimes commis en RDC est une trahison que je n'accepterai pas même si ça vient de Tshisekedi. Donc, je crois que le président de la République prendra ses responsabilités pour que le moment venu, les Congolais qui sont même membres de l'UDPS, qui ont été massacrés à Kinshasa, trouvent justice. Trouvent justice. Un jour qu'il faut qu'il vienne, il rentre au siège de son parti, saluer les gens pour dire j'ai été ici, je suis président de la République, sachez qu'on a tué des gens ici que je n'ai pas oublié. Appeler un tribunal pénal international pour le Congo, le moment venu. Donc moi, c'est à partir d'un an, 2 ans que je vais juger le président Tshisekedi, ce gouvernement, je l'attends à l'œuvre pour voir si il sera à la hauteur. Félix Tshisekedi parle de piliers, je veux dire, le Premier ministre parle de 15 piliers pour redresser la RDC. Lui, qui est le Premier ministre proposé par Kabila, il parle du redressement de la RDC. Ça veut dire que sous Kabila, la RDC était tombée. Voilà. Donc, déjà à partir du thème même du gouvernement, ça prouve que les kabylistes là sont conscients que ce sont des gens qui ont tout simplement échoué, que leur place n'est pas là. Quand on parle de 15 piliers pour redresser de la RDC, mais la RDC pendant 18 ans était où? Avec votre propre famille politique. Mesdames, Messieurs, merci infiniment. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.